parcours réguliers. Donc, le 47 et le 144 deviendraient, mettons, des optionnels, là. Mais ça, on vous le mentionne quand on fait ce que Félix disait au début, quand on fait les meetings du début de journée pour vous expliquer les parcours, on vous dit c'est lequel le régulier versus les parcours optionnels. OK, merci. Donc, merci François pour la question. Puis, je vais le dire à tout le monde aussi, il n'y a pas de questions stupides. Ici, là, vous avez vraiment, vous pouvez poser des questions comme bon vous semble. Donc, parfait. Donc, l'halte à dîner, c'est très important. Réparation mécanique mineure, respect de la signalisation de l'entrée et de la sortie. Bien, ça, c'est quand vous arrivez à l'événement, c'est très important de le respecter. On le demande aux participants. Donc, les encadreurs, il faut comprendre, c'est vraiment vous représentez en fait les cyclistes modèles. Au-delà d'être capable de réparer des vélos, au-delà d'être capable de mettre de faire des premiers soins et de faire le parcours en plus. Donc, c'est quand même une tâche assez. Vous êtes un peu comme des héros. Fait que vous représentez vraiment, quand on parlait de service à la clientèle, là, également dans les choses à faire, c'est sûr et certain qu'on s'attend vraiment à ce que vous lidiez le groupe de participants dans le sens dans les bonnes manières de rouler, dans les bonnes manières de faire des dépassements et tout ça. Fait que c'est sûr et certain que vous avez une pression de plus. Vous êtes comme un super-héros un peu durant les événements. Là, fait que c'est très important d'avoir les bonnes méthodes de faire. Donc, juste ici, en tout temps, veillez à la sécurité des participants. Donc, ça, j'en parle depuis le début, c'est quelque chose de très important. À votre sécurité également, à vous, c'est important si jamais vous faites une intervention puis vous voyez que c'est très dangereux, pensez à votre sécurité également. Ne pas hésiter à expliquer les raisons d'une intervention. Donc, si jamais vous êtes obligé d'intervenir avec quelqu'un, expliquez-le. Puis à nous également, c'est important. Ne pas rouler deux par deux. Bon, mais là, j'en parlais tout à l'heure. C'est très important de démontrer les bonnes façons de faire, de rouler et tout ça. Donc, c'est d'autant plus important de ne pas rouler deux par deux et trop de jaser. Là, on a souvent beaucoup de temps durant la journée pour faire ça. Il faut quand même rester à l'affût de tout ce qui se passe sur le terrain. Toujours faire des interventions en retrait de la route. Donc, ça vient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Bien, ce que je viens juste de parler, en fait, de la sécurité des participants, mais également de la vôtre. C'est primordial. C'est très important, votre sécurité. Donc, assurer l'encadrement des participants, respecter le code de la sécurité routière. Donc, que ce soit les arrêts, votre vélo également, là, les déflecteurs et tout ça. Intervention aux intersections achalandées. Donc, ça, c'est très important de s'arrêter. Normalement, on va vous le dire. On va vous parler, surtout le matin même. Là, comme au défi Ascension, il n'y avait pas de point de flag. Mais c'est des choses qui peuvent changer la journée même. Donc, c'est important encore là de respecter notre choix. Puis normalement, un choix comme ça, c'est en lien direct avec votre sécurité puis la sécurité des cyclistes également. Donc, c'est très important de la respecter. Puis encore là, on est très à l'écoute aussi. Donc, jamais il y a un endroit où est-ce que vous dites ça, c'est assez dangereux. L'idéal, c'est vraiment d'en parler à votre chef pour qu'après ça, le chef puisse en parler avec le centre nerveux puis qu'on puisse prendre une décision tout le monde ensemble. Mais c'est sûr et certain que vous restez nos yeux durant l'événement, sur le parcours et tout ça. Gestion des situations imprévues. Donc, j'ai une autre question de Sylvain, je crois. Donc, avant de continuer, Sylvain, on vous écoute. Bonjour. Le chef ne peut pas être partout en même temps sur le parcours. Lorsqu'il y a une situation sur le parcours, c'est aussi communiquer avec les équipes qui ont des radios, donc les motos, les véhicules de soutien et tout le personnel qui peut passer. Tout à fait, c'est un très bon commentaire, vous avez tout à fait raison. Moi, en fait, la raison pour laquelle je disais le chef, c'est vraiment pour essayer d'assurer le plus possible un lien qui est constant, mais c'est vrai que si votre chef est 1 kilomètre plus loin ou est beaucoup plus loin, on ne vous demande pas de sprinter jusqu'à lui pour lui dire ce qui se passe. Là. Ça va de soi, évidemment. Les motos également, là, Sylvain, c'est un excellent point à soulever.
Les motos, ça peut être d'excellents aides parce qu'ils ont aussi une radio. Donc, ils peuvent se promener rapidement sur le parcours, mais ils ont également une radio. Ils sont connectés avec le centre nerveux. Donc, c'est vraiment un atout pour vous de parler, de communiquer avec eux correctement si jamais vous voyez quelque chose qui s'est passé ou quoi que ce soit. Là. Mais les motos, c'est des alliés, en fait, vraiment pour nous, pour vous aider également. Merci Sylvain, c'est un excellent commentaire, c'est tout à fait vrai. Merci de nous reprendre sur ça. On était rendu gestion des imprévus, communiquer avec l'organisation. Donc, on était vraiment rendu là avec Sylvain. Communication avec l'organisation, tout de suite, dangereuse et demeure sur place. C'est très important de suivre ça, en fait, là, de suivre ça. Puis quand on parlait tout à l'heure de ne pas rouler à deux, un à côté de l'autre, c'est vraiment pour ça, en fait, c'est vraiment pour rester à la guet le plus possible à l'affût de ce qui se passe, puis de pouvoir le communiquer rapidement avec nos autres collègues. Donc, c'est vraiment ça. La communication, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça se fait très bien normalement là, par les encadreurs, mais c'est très important d'être à cheval là-dessus parce que c'est quelque chose qui peut nous sauver des petits problèmes ou même des gros problèmes là, dans certains événements. Donc, Jean-René, est-ce que c'était la même question que tout à l'heure? Je crois que oui. Bon, si je ne peux pas, excusez-moi. Bon, donc, suivre la signalisation sur le site de départ. Suivre la signalisation, donc le sens également de l'événement, du parcours. Pour les événements qui ont des nuitées, identifier votre bagage grand tour et petite aventure. Donc, ça devient important parce qu'on va s'occuper de vos bagages, de les transporter. Donc, la meilleure chose, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez voyant avec votre nom idéalement dessus. C'est toujours le mieux. Puis de marquer également que vous êtes encadreur. Normalement, on les met à part, là, mais quand même, juste pour être sûr que tout se fait bien, d'identifier votre bagage, ça nous aide nous, mais ça vous aide vous surtout aussi à avoir vos vêtements le soir quand vous arrivez pour vous coucher, vous reposer après une bonne journée de vélo encadré. Là, vous ne voulez pas perdre vos bagages. Nous non plus d'ailleurs, mais ça aide beaucoup. Accueil et remise du matériel. Donc, il y a des T-shirts à l'exception de l'événement de l'hôpital général juif. Les cartons coups, c'est important aussi de les avoir avec soi. Les drapeaux orange également. Les rapports d'accident, ça, c'est des choses qu'on vous donne. La trousse mécanique, sans les outils, donc les chambres à air, les rustines. Le carnet de facturation pour les événements qu'on doit facturer les participants lorsqu'ils ont des crevaisons, des choses comme ça. On vous remet également un carnet de facturation qui est numéroté avec votre numéro de drapeau. Donc, c'est important de bien faire ces étapes-là pour que, évidemment aussi, là, je vais rajouter quelque chose, les facturations, en fait, ne se font pas à vous. Donc, un participant ne vous donne pas l'argent à vous, ne vous paye pas à vous. Il doit absolument venir nous voir au kiosque info à la fin de l'événement ou lors de son retour pour pouvoir payer, pour qu'on puisse le facturer. Parce que vous, déjà, vous n'avez pas le temps nécessairement de gérer du change et tout ça. Mais c'est surtout que pour assurer en fait une fluidité dans l'événement, tout ça, on veut vraiment que ça se fasse le mieux possible. Donc, c'est important de ne pas facturer, de ne pas en fait faire payer les participants lors de l'événement. C'est vraiment de leur dire d'aller payer à la fin de l'événement au kiosque info. On aura une petite caisse pour le change et tout ça. Pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Donc, l'assistance sur la route, on a les véhicules de soutien. Donc, on peut le voir à l'arrière, la belle vanne blanche. Ça, c'est encore là, on voit premier soin, mais ça peut être des gens de bénévoles, excusez-moi, ça peut être des bénévoles Vélo-Québec, ça peut être également des employés de Vélo-Québec. C'est des gens qui connaissent le parcours, qui ont aussi une belle vue d'ensemble sur comment va le peloton jusqu'à présent, à quelle vitesse il va, où est le dernier participant, le premier. Donc, ça aussi, si jamais vous avez de l'information à dire, c'est très important de passer par eux. Moto avec premier soin, la même chose, on en a parlé tout à l'heure. Les motos, c'est une bonne façon de communiquer aussi quelque chose qui se serait passé sur l'événement, sur le parcours que vous avez vu. Camionnette mécanique, la même chose. Donc, une camionnette qui peut faire des réparations
sans vous retarder vous. Donc, si jamais vous la voyez passer et vous n'avez pas le temps nécessairement de gérer 2 crevaisons, bien, vous pouvez lui faire signe qu'elle s'arrête et qu'elle vienne vous aider. Puis les camionnettes d'organisation, donc les camionnettes balais, normalement, ils vont toujours être derrière vous. Ils vont s'assurer également que tout se passe bien, que la fin du peloton se passe bien. Puis, en fait, à droite, ce que vous voyez, c'est c'est pas mal, en fait, l'équivalent, c'est un exemple de ce qu'on peut voir sur un carton-coup. Donc, urgence médicale majeure, ça va de soi, là. C'est partout pareil, donc c'est le 911. On le laisse là quand même parce que des fois, jamais un état de choc, tout ça, c'est quand même bon de le savoir puis de ne pas hésiter non plus à le faire. Jamais on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'important à gérer. Après ça, les numéros de téléphone, en fait, sont différents selon les événements. Donc, là, les exemples qui sont là, ça ne sert à rien de les prendre en note. Vous allez les avoir selon les événements, selon qui est dans les véhicules. Mais encore là, c'est des bons téléphones à avoir, puis à ne pas hésiter également à les utiliser. Puis, je fais du pouce un peu là-dessus aussi. Durant l'événement, aussi important d'avoir de la batterie dans son cellulaire. Si jamais il arrive quelque chose, des fois, c'est des choses qu'on ne pense pas. Le matin, on part, on a 4000 affaires à penser, le casque, les souliers, le premier soin, tout ça, à mettre dans le vélo. Le cellulaire, souvent, on ne l'oublie pas. C'est rare qu'on l'oublie, mais quand même qu'il y ait de la batterie, c'est quand même assez important. Des fois, on part une journée au complet en vélo. Donc, si jamais on a une intervention à faire, il faut qu'on puisse être capable de communiquer, de faire les numéros de téléphone. Donc, c'est pas mal ça. Responsable de transport. Parfait. D'autres questions jusqu'ici? Là, je vois Sylvain Lefebvre et Jean-René. Je ne sais pas si vous pouvez baisser votre main ou si vous avez encore une autre question. Ah, merci. Et Jean-René, une autre question? 3. Ah, super, merci. Donc, réparation mécanique. Plus de 20 minutes, camionnette de dépannage mécanique. Donc, durant l'événement, ce n'est pas le temps de réajuster, de remonter le vélo au complet, de repasser tous les câbles avec les vélos maintenant qui ont des câbles internes, tout ça. Ce n'est pas nécessairement le temps pour faire ça. L'objectif, c'est quand même que le participant puisse être capable de rouler si, disons, sa chaîne est débarquée, si jamais il y a une crevaison, si jamais son guidon est lousse, si jamais toutes ces raisons-là. C'est important d'être capable d'intervenir, mais les grosses réparations à faire, encore là, c'est de rassurer le participant puis de s'assurer aussi qu'il y a un des véhicules, même si ce n'est pas la camionnette de dépannage que vous voyez qui passe, disons, c'est la moto premier soin, mais ça peut être important de lui signaler à lui pour que lui puisse le signaler ensuite de ça à la camionnette de dépannage mécanique, comme quoi vous êtes à tel endroit puis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide puis de soutien. Matériel mécanique, page 12. Donc, ça, c'est à la page des encadreurs. En gros, on voit quand même une bonne petite photo ici de ce qui est important d'avoir. C'est sûr que ça peut être des kits aussi qui sont plus gros, là, plus exhaustifs, avec des outils peut-être plus faciles à utiliser que cet outil-là, mais c'est quand même, c'est assez. C'est un multitool là, avec quand même plusieurs choses intéressantes. Ce qui est important, c'est sûr, c'est un kit d'Allen Key. Donc, des clés octogonales en français, des rustines, des bonnes vieilles patchs. Ça, on vous les fournit, mais vous pouvez toujours en avoir avec vous si jamais. Mais normalement, on en a assez. Là, on vous donne des petits paquets, puis ça se fait assez bien. Des clés à déjanter, moi, je propose d'en avoir 3, là, 2 minimum, mais 3, c'est sûr que ça l'aide aussi. Ça facilite beaucoup vos changements de crevaison si jamais vous avez à intervenir. C'est quelque chose qui fait en sorte que vous pouvez passer de 2 minutes, de 5 minutes à changer un flat à 2 minutes ou 1 minute. Donc, c'est quand même assez important d'en avoir plus qu'une au moins. Puis une pompe également. C'est sûr qu'une petite pompe comme ça pour un vélo de route, il faut avoir des bons bras. Là. Vous allez avoir la petite goutte qui coule ici, mais quand même, au moins, si vous êtes capable de regonfler le pneu pour que le participant puisse rouler. Après ça, nous, on a des pompes, le camion de soutien, tout ça, des vraies pompes à pied. Donc, au moins pour être capable de regonfler le pneu un peu. Service mécanique offert, réparation gratuite et payante. Donc, ça, c'est voir à la page 13, ça dépend des événements. Puis, procédure de paiement, en fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est très important de ne pas faire payer le participant à même la crevaison. C'est important de lui souligner qu'il doit passer au kiosque info pour venir payer ses dus. Donc, c'est ça. Puis les prix qu'on charge, là, ça couvre vraiment
la trip, par exemple, il n'y a pas de marge là-dessus. C'est vraiment le minimum là, à payer pour ça. Ensuite de ça, accident mineur, donc administrer les premiers soins. Vous êtes tous certifiés pour ça. Vous êtes des super-héros pour ce qui est des premiers soins. Donc là, c'est à vous de juger si ça fait partie de vos compétences ou pas. Intervention d'un véhicule, si jamais vraiment vous en avez besoin. Accident majeur, ben là, c'est sûr et certain, on veut vraiment communiquer avec le 911 le plus rapidement possible. Mais également, comme vous avez certainement vu dans vos cours de premiers soins, c'est aussi d'être capable d'assurer un bon transport, que lorsque l'ambulance arrive, qu'elle trouve rapidement la personne qui est blessée. Donc, je ne dis pas nécessairement que c'est à vous que ça revient de faire ça, mais c'est important de communiquer à quelqu'un, par exemple, si, disons, il arrive un gros accident, c'est important de communiquer, par exemple, à une moto qui a un accident, contacter le 911 puis de s'assurer que c'est facile pour l'ambulance là, de trouver où est-ce que vous êtes. Donc, souvent, si c'est vous qui composez le 911, un petit truc comme ça, c'est peut-être d'ouvrir la map et de regarder vraiment où est-ce que vous êtes pour être capable de bien le signaler à l'ambulance. Ça peut littéralement sauver des vies, le fait d'emmener une ambulance rapidement à quelqu'un de blessé. Communiquer avec l'organisation également. On veut le savoir. Puis remettre le numéro de téléphone aux participants. Donc, le numéro de téléphone qu'il y aura sur votre carton coup. C'est très important de le donner aux participants, mais ou à l'ambulancier si jamais vraiment il est inconscient ou quoi que ce soit. Pas de questions jusqu'ici. Rapport d'accident, donc bien les remplir, c'est très important. Plus il y a d'informations, mieux c'est. Trousse de premiers soins, encore là, vous allez pouvoir voir à la page 15 tout ce que de votre guide d'encadreur. Si jamais aussi, quoi que ce soit, vous ne trouvez plus votre guide d'encadreur à jour ou quoi que ce soit, écrivez-moi un courriel après la rencontre, puis je vous l'enverrai par courriel, ça va me faire plaisir. Ou s'il y a d'autres informations, si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas. Mais si jamais il y a des informations qui vous manquent là-dedans, écrivez-moi après, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer ça rapidement. Remplacement de matériel de premiers soins. Donc, jamais vous avez à intervenir sur un événement, vous dépensez du bandage parce que c'est quand même votre trousse à vous, votre trousse de premiers soins. C'est important de le souligner. Vous revenez nous voir, puis on va vous redonner en fait ce que vous avez utilisé. Donc, par exemple, si vous avez des petits pansements ou des bandages, par exemple, on va vous redonner ce que vous avez utilisé pour pas que ça vous coûte trop cher non plus. Si jamais durant l'année, vous avez souvent besoin d'intervenir. Hein. Donc, on vous le remplace souvent. Donc, ici, on voit à quoi peut ressembler un rapport d'accident. Donc, c'est très important d'être le plus exhaustif possible lorsque vous avez besoin d'en remplir un. Numéro de bracelet du participant, c'est vraiment en fait pour être capable de bien identifier pour être sûr que ce soit la bonne personne. C'est encore plus important si jamais la personne est inconsciente et doit aller à l'hôpital, c'est encore plus primordial. Normalement, si c'est très important, en fait, souvent l'ambulancier va le remplir, mais si vous êtes capable de le remplir avant que l'ambulancier arrive, vous pouvez. C'est sûr que vous risquez de devoir intervenir puis rassurer, par exemple, le participant qui est blessé, plus que de remplir ça. Ça reste la priorité, mais c'est quand même important de remplir ce formulaire-là. Puis si jamais il y a un petit bobo aussi, si jamais ce n'est pas nécessairement hôpital, là, si jamais ce n'est pas 911, c'est important aussi de le remplir pour qu'on puisse ne serait-ce que pour vous redonner vos bandages, par exemple, on doit quand même voir ça. Donc, voir où est-ce que ça s'est passé, où était la blessure et tout ça. Donc, Sylvain a une question. Je vous écoute. On vous écoute. Oui, c'est juste pour dire, souvent, quand il y a un accident, est-ce que j'ai une blessure grave, là, il y a un deuxième encadreur qui va venir pour aider. Fait que un s'occupe de la personne, puis l'autre peut remplir aussi. Là, dans ces cas-là où il y a urgence, ben, on s'entraide aussi. Là. Tout à fait. Merci Sylvain. C'est très important. On parle encore de la communication, mais c'est sûr et certain que si vous voyez qu'il y a un encadreur qui est dans le jus, qui a eu un accrochage, il y a plusieurs personnes blessées, c'est d'intervenir, mais c'est aussi de communiquer aussi les priorités quand ça arrive avec les autres encadreurs, de s'arrêter, de demander est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a quelque chose.
excusez-moi, je voulais répondre en fait à la réponse de M. François Laroche qui a écrit dans le chat a-t-on un numéro de sel d'urgence à garder avec nous? Oui, ben, je peux peut-être vous laisser parler. Vous venez de lever la main. Je vous écoute, M. Laroche. Oui, François, ça va faire. C'est une autre question, en fait, mais la question concernant le bloc recommandation en bas de la feuille, comme intervenant en premier soin, recommandé, ça peut avoir un certain poids légal. Il faut peut-être faire attention. Je ne sais pas, là, est-ce qu'il n'y a pas lieu simplement, comme moi je me suis fait enseigner là, dans le cours de premier soin, de donner l'information aux participants, puis de le laisser lui décider, puis de prendre en note la décision du participant plutôt que de s'avancer à faire une recommandation. Moi, j'hésiterais un petit peu, étant donné je ne suis pas un médecin, je n'ai aucune idée, là, fait qu'on ne va pas s'exposer non plus à certains éléments là-dessus. Là. Est-ce que c'est un enjeu? Ben, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect légal là, dans les formations de premiers soins. C'est très important de le souligner. La recommandation, en fait, là, ça reste une recommandation. Fait que c'est pas, comme vous avez dit, vous n'êtes pas médecin. Il y a peut-être des médecins parmi nous, mais vous n'êtes pas médecin. Donc, vous pouvez toujours faire une recommandation, mais le bénévole ne serait pas obligé. En fait, vous ne seriez pas nécessairement obligé de répondre. Je vous dirais, cette section-là, c'est vrai que en fait, elle pourrait être pour vous backer dans un sens que si jamais, disons, un participant, vous voyez que vous l'avez vu tomber sur la tête, vous voyez qu'il y a peut-être une commotion, puis il se dit non, non, je suis correct, je suis correct. Mais si vous dites, moi, je lui ai recommandé d'abandonner, puis vous le suivez, vous continuez à le suivre quand même, ben, c'est sûr, certain que ça peut plus vous backer que lui, excusez-moi. C'est vraiment pour ça, mais c'est sûr et certain que, comme vous avez dit, ce n'est pas à vous de décider. Là. C'est vraiment, ça dit, c'est une recommandation, mais vous n'êtes pas médecin. Là. Quand on parle de votre sécurité, les encadreurs, c'est oui, la sécurité physique, mais c'est aussi la sécurité légale. Puis c'est une bonne façon d'en parler. Ça, en fait, ça vous aide vraiment, justement, si jamais il arrive quelque chose, autant vous que Vélo Québec, à dire, bien, écoute, on avait des encadreurs, on avait assez d'encadreurs pour l'événement. Il y a tel encadreur, quand ça s'est arrivé, voici le rapport que nous, on a pris. Si jamais c'est un accident qui est très grave, les ambulanciers, de toute façon, vont prendre certainement ce rapport-là, mais vont remplir le leur de toute façon. Donc, puis après ça, à l'hôpital, ils vont prendre les deux, mais c'est sûr et certain qu'ils vont prendre plus en considération le rapport de l'ambulancier qui est formé complètement pour ça, malgré qu'il n'ait pas été là, l'ambulancier, sur le coup quand c'est arrivé. Ils vont quand même plus se fier à l'ambulancier. Là. Fait que ça, c'est vraiment pour vous backer, justement, si jamais il arrive quelque chose comme ça, mais ça reste une recommandation. Fait que vous pourriez recommander aux participants d'abandonner, puis lui, il dit non, je suis correct, puis finalement, ben, à la fin de la journée, s'il y a une entorse au poignet, il y a mal, tout ça, bien, vous êtes backé parce que vous, dans votre rapport, c'est marqué que vous lui avez conseillé d'abandonner l'événement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce que je peux vous en poser une deuxième de suivi sur oui, l'autre bloc oui, juste en dessous? Quand il y a eu un accident, ça m'est arrivé une fois dans un cadre où il n'y avait absolument pas d'encadreur, pas d'encadrement. Mais il y a un type qui est parti en ambulance, puis là, on était 6-7. On regardait son vélo, puis on dit, oups, qu'est-ce qu'on fait avec son vélo? Fait que finalement, on a appelé un taxi, puis on a demandé au taxi de livrer le vélo à sa maison. Là, on appelé sa femme et tout. Mais là, dans ce cas-ci, j'imagine que c'est un peu plus organisé que ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens s'il y avait un accident? Là, votre vélo, il va être pris en charge vous allez le récupérer où? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une très bonne question. On a justement des cartons pour les vélos abandonnés qu'on appelle. Donc, le vélo, quand on parlait tout à l'heure qu'il y a des véhicules qui suivent le peloton à l'arrière, il y a des véhicules qui sont là justement on appelle ça des véhicules de soutien. Anciennement, c'était véhicule abandon, mais bon, on n'aimait pas le mot abandon. Ça peut être utilisé autant pour quelqu'un qui a un bris qui ne peut pas continuer, mais aussi pour quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, qui doit laisser son vélo là. Donc, Vélo Québec récupère son vélo, on lui donne un coupon qu'on associe à son vélo, puis normalement, on va le ramener au bureau. On ne va pas le vendre, là, évidemment, on va le garder pour le client, mais il va être capable après ça de le récupérer une fois sorti de l'hôpital ou quoi que ce soit. Il va être capable de le récupérer. Donc, comme vous avez dit, en fait, c'est ça une grosse différence aussi
des événements qui sont encadrés par Vélo-Québec, mais qui sont encadrés aussi, c'est qu'il y a tout cet aspect-là que si jamais il arrive un souci qu'on ne prévoit pas, évidemment, un accident, on ne prévoit jamais, bien, au moins le vélo, surtout avec les valeurs des vélos maintenant, là, il est en sécurité dans le sens qu'il n'est pas abandonné sur le bord de la route. On le ramène nous, puis tout se fait très bien à ce niveau-là. Mais c'est une très bonne question. Merci François, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Là. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est très bien rodé si jamais ça arrive. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le rapport d'accident et ou autre? François, non. Parfait, c'était ça. Super. Donc, rapporter le matériel au kiosque info, site d'arrivée. Donc, c'est important de ramener le flag, évidemment, toutes les choses qu'on va vous donner que vous n'aurez pas utilisées. Parce que ben, les flags, écoutez, on les réutilise année après année. Là. On en a qui commencent à dater, mais sont assez solides, ils tiennent bien. On emmène aussi du tape. Là. Les flags, pour les nouveaux, là, les flags, c'est ce qu'on met après votre vélo pour que les participants voient facilement que vous êtes un encadreur. Donc, c'est un flag, un drapeau qui va dépasser de votre vélo. Les tiges sont pliables, donc ils se rentrent un dans l'autre. Puis, on a du tape également parce que des fois, il y en a qui sont un peu lousses avec le temps. Donc, le fait de le taper, ça les tient très bien. Puis, on a également des supports. Vous pouvez soit mettre des tie wraps après votre vélo ou on a également des supports en métal qui viennent s'attacher sur votre vélo. Donc, ça se fait très bien normalement. Puis, transmettre les commentaires à son chef d'équipe. Si jamais ça peut être autant un autre encadreur. Donc, si jamais vous dites, ah, écoutez, j'étais vraiment dans le jus, j'ai eu 2 crevaisons à un endroit, puis un blessé, il y a un encadreur qui est passé à côté de moi, qui n'est pas venu m'aider. C'est important de le dire à votre encadreur, mais également les bons coups aussi. Les coups positifs, c'est le fun de le dire à l'encadreur en tant que tel, mais aussi au chef, parce qu'après ça, nous, à la fin des événements, on demande un retour d'événement au chef. Donc, c'est toujours le fun, autant un petit positif ou un constructif, je vais dire comme ça. C'est très important de le communiquer autant à son chef, puis après ça, le chef fera le suivi avec l'organisation. Si jamais aussi vous trouvez que cette année, on a pris un parcours, puis il y avait un secteur qui était plus dangereux que d'autres choses, que les autres années, par exemple, mais c'est important aussi de le dire pour les années d'après. Ou vraiment tous les commentaires que vous avez, la communication, on en parle souvent, là, c'est très important. C'est ce qui fait aussi que nos événements s'améliorent, mais aussi que votre expérience à vous s'améliore en tant qu'encadreur. Notre but, c'est de vous motiver à revenir année après année. Donc, c'est ça. C'est très important la communication avec votre chef à la fin de l'événement. Des questions là-dessus? Non. Parfait. Donc, je vais tasser ça ici. Le rôle d'un chef d'équipe. Donc, le rôle d'un chef d'équipe, c'est prendre connaissance de... Excusez-moi, j'ai de la difficulté avec mes écrans. C'est ça ici. Donc, avant l'événement, c'est de faire un suivi avec les participants. Donc, comme je vous dis encore là, la communication, c'est vraiment primordial. Un participant qui doit se désister, on comprend. Là, on a tous des barbecues dans la minute ou un mariage. Un mariage, je crois que c'est vrai que d'habitude, ça se prévoit quand même d'avance, mais on peut toujours avoir un imprévu la semaine avant l'événement ou quelques jours avant l'événement. Donc, c'est très important de nous communiquer. Faire les premiers contacts aussi avec les nouveaux encadreurs, donc de les appeler, de faire le suivi avec eux, de les jumeler également avec des encadreurs expérimentés qui vont les parrainer. Pendant l'événement, c'est assister à une rencontre d'information le matin. Donc, les chefs suivent une rencontre avant l'événement avec le centre nerveux, avec nous, avec Vélo-Québec, en fait, pour après ça vous transmettre les informations puis pour être capable d'organiser vraiment l'équipe puis la journée des encadreurs. Donc, souvent, quand vous voyez un chef, là, si vous arrivez tôt sur l'événement, il y a de fortes chances qu'il soit arrivé encore plus tôt que vous. Pour ça, donc souvent, c'est des gens qui sont très au courant des parcours et tout ça. Transmettre les particularités des parcours et les consignes. Donc, c'est de communiquer encore là avec les autres encadreurs les consignes particulières de l'événement.
S'assurer que les nouveaux encadreurs sont pris en charge, on en a déjà parlé, sont parrainés en fait. Assurer une répartition équilibrée des encadreurs parmi les cyclistes. Donc, de ne pas avoir 10 encadreurs dans le même coin alors qu'il n'y a pratiquement plus de cyclistes. Assurer une bonne communication avec l'organisation, les autres chefs d'équipe au sein de l'équipe et au sein de l'équipe. Donc, c'est vraiment un chef, c'est vraiment le point central des communications des encadreurs. Là, c'est vraiment avec lui. Encore là, si jamais vous avez quelque chose, quelque chose à souligner vraiment rapidement à l'organisation, c'est important aussi de passer par les motos si jamais vous envoyez une qui est plus près que votre chef, par contre. Idéalement, le plus possible avec votre chef, ça facilite beaucoup. Après l'événement, donc, ils vont nous faire une rétroaction de l'événement, donc de vos commentaires, mais aussi de la façon que les encadreurs ont agi. Lui, il a fait une excellente job, il a fait ça, je ne m'attendais pas à ça, puis il m'a aidé pour ça, il a aidé un autre pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est très important de communiquer autant les bons coups que les coups améliorés pour les autres encadreurs. On cherche juste à être parfait, à être le mieux possible. Donc, ça aide vraiment, ça aide énormément en fait. Implication des nouveaux encadreurs, donc de les orienter également. Puis en fait, les nouveaux encadreurs vont être évalués par leur parrain, à savoir comment est-ce que ça s'est passé, tout ça. Donc, c'est très important pour les nouveaux encadreurs, si jamais vous avez des questions, de les poser durant l'événement à votre parrain. Vous avez eu votre formation quand même pour la plupart récemment, donc ça devrait être assez frais dans votre mémoire, mais n'hésitez pas à poser des questions à votre parrain. Normalement, c'est des encadreurs très expérimentés, qui savent quoi faire quand. Donc, les postes à combler, ça, normalement, en fait, ce n'était pas vraiment nécessaire à mettre. Je crois que je l'avais enlevé du PowerPoint. Des postes à combler comme encadreur, ça, ce sera toujours un problème dans le sens qu'on en aura toujours besoin, on n'en aura jamais assez. Donc, si jamais vous êtes des nouveaux encadreurs et vous tripez vraiment, c'est un beau milieu également. Les encadreurs là, sont tissés assez serrés. Donc c'est assez le fun. C'est sûr que la pandémie a ralenti un peu tout ça avec les événements, tout ça, mais ça reste que c'est quand même une bonne façon de faire des bonnes rencontres. Puis pour des tripeux de vélo, c'est quand même très agréable. Donc, n'hésitez pas à en parler pour les années à venir à vos proches, amis, conjoints, conjointes. Puis les équipes de transport, la raison pour laquelle on l'a mis là, en fait, c'est que des fois, pas des fois, en fait, on a toujours besoin, on a des encadreurs sur l'événement, mais on a également besoin de bénévoles transport ou des bénévoles, des fois, les haltes dîner, tout ça. Puis souvent, en fait, on va utiliser les conjoints, conjointes ou parents, amis de la famille, des encadreurs qui sont sur l'événement pour pouvoir nous aider. Donc, ça aussi, si jamais vous avez une conjointe, vous faites par exemple la petite aventure, puis vous dites, ah, ben moi, je vais, puis mon conjoint n'est pas participant, il tripe moins vélo que moi, mais j'aimerais ça qu'il passe quand même la fin de semaine avec moi, bien, il peut quand même postuler sur un poste de bénévole transport, ce qui peut être quand même très, très agréable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous demande votre aide à ce niveau-là également. La meilleure façon pour demander d'être bénévole, en fait, il y a sur le site de Vélo Québec, vous pouvez le voir, l'onglet, dans les bénévoles, il y a une section événements d'été. Donc, vous pouvez appliquer comme bénévole pour les événements d'été. Sinon, c'est vraiment de nous envoyer un courriel à bénévolevécu@commercialqc.ca. Donc, c'est pas mal ça pour ça ici. Maintenant, on va passer aux événements. Donc, je vais passer le micro à Gabriel. Donc, une très belle photo. Je ne sais pas ça date de quand. Je ne sais pas s'il y a des encadreurs dans la réunion aujourd'hui qui se reconnaissent ou qui reconnaissent d'autres encadreurs. Mais bon, je crois que c'est peut-être une photo de 2007, ça me semble. Je ne sais pas. Mais bref, je vais laisser la parole à Gabriel pour les événements qui suivent. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Félicitations, Félix. Très belle présentation. Donc, si tu veux, je vais partager les écrans. Je ne vais pas passer ça. Je vais y aller avec le visuel complètement des écrans. Qu'est-ce que je vais faire? C'est Stop sharing. C'est bon. Super. Fait que moi, je vais partager mon écran. Écran numéro 2.
Donc, nous avons ici présent, excusez-moi, pardon. Donc, je vais essayer d'y aller très rapidos parce que quand même, on a 6 événements. Si je prends plus que 10 minutes chaque, on en a pour 1 heure. Donc, je vais y aller. Je ne ferai pas le détail complet de tout, mais je vais vous faire un bel aperçu des événements. Donc, on va y aller on va aller dans l'ordre d'ailleurs. Donc, on a le défi métropolitain qui est dimanche prochain. Donc, si je calcule bien, le 29. Le départ se fait à Pointe-Calumet au Super Aqua Club. On a 4 propositions de parcours, donc un 47, un 81, un 96 et puis un 144. Ça ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est le 96. Donc, la halte dîner est au complexe Jean-Lorrain à Mirabel. Voilà. Et puis, on a une halte ravito qui est, si je ne m'abuse, c'est ça, au Verger du Ruisseau. Donc, ça sera très, très joli. On a un 96 qui est considéré comme le régulier avec aussi un 81 qui est un petit peu plus petit. On a un tout petit 87 que vous voyez comme ça, qui ne passe pas par la halte dîner. Donc, quand Félix parlait, si jamais il y a des gens, c'est surtout les participants là, qui font les petits ou mettons quelqu'un qui est plus fatigué une telle journée ne passe pas, c'est là qu'on demande aux participants de mentionner pour les lunchs. Et puis, on a notre très grand parcours qui fait 144 km, qui va jusque dans le coin de Saint-André-d'Argenteuil et puis qui passe par la halte dîner aussi. Donc, voilà pour ce qui est du défi métropolitain. Ensuite, nous avons la petite aventure. La petite aventure, je les ai séparées par journée, étant donné qu'il y en a beaucoup. Cette année, la petite aventure, c'est à Grimby. Donc, départ, ici, vous voyez, à l'école Massé-Vanier de Cowansville. Et puis, le village est à l'école J.H. Leclerc à Grimby. Donc, le concept, on a un régulier de 50 km, en fait 49 pour être très précis. Halte dîner est à Farnham. Ensuite, on prend la route verte en grand complet jusqu'à Grimby. Puis, de la manière que l'APA et le Grand Tour sont conçus, on a toujours un optionnel en avant-midi et un optionnel en après-midi. Donc, on a un optionnel en avant-midi qui va jusqu'à Saint-Ignace de Stanbridge et puis l'autre passe par Ange-Gardien pour aller à Grimby. Donc, c'est notre journée 1 qui est le 1er juillet. Ensuite, on continue. Pour ce qui est de la journée 2, donc on parle d'une boucle autour de Grimby. Pour les nouveaux, une boucle, ça veut dire qu'on part de l'école et puis on revient à l'école. On ne déplace pas le village reste à la même place. On aurait aimé ça passer dans le parc de la MSK, mais c'était un petit peu plus difficile que prévu, temps de pandémie encore. Donc, le régulier, malheureusement, ne passera pas dans le parc. On va monter jusqu'à Roxton Pond et puis on revient. Tout ça ici, c'est en piste cyclable. C'est la piste du parc de la Yamaska, puis ici, c'est la Grambienne. Donc, on a 49 km. Vu que c'est une journée de boucle, on donne 2 petites boucles aussi qui sont autour du lac Boivin. Donc, le réservoir Boivin, excusez. Le lac Boivin, c'était bien ça. Donc, on a un petit 21 km. Toujours en piste cyclable complètement pour revenir, à part la dernière section sur la rue Simon, mais elle est en voie cyclable, elle est protégée par des bollards. On a un 32 aussi, une petite boucle. Ces 2 petites boucles-là ne passent pas par la halte dîner, étant donné que la halte dîner va être à Roxton Pond. Et puis, on a nos 2 optionnels avant midi et après-midi. Donc, vous voyez, l'optionnel dans l'après-midi, lui, il passe un petit peu dans le parc de la Yamaska si on était capable de... Étant donné que c'est un optionnel, on a eu l'autorisation. Puis, on a l'optionnel 1 en avant-midi qui va jouer un petit peu dans Saint-Cécile de Milton. Dans le coin de Roxton Pond, c'est un petit peu plus dénivelé. Mais bon, c'est encore quand même acceptable pour la PA. Donc, ça, c'est... Ah, vas-y, Félix, s'il y a une question. Félix, il va falloir que je ne les vois pas, les questions passées. Fait que ça va être toi qui va être mon manager.
Mais Alors, oui. c'est pour ça que je t'ai écrit sur Teams. Oui, c'est bon. Je ne pensais pas que tout le monde allait le voir, mais bon, tout le monde va le voir. Non, mais c'est correct. Il y a Sylvie, en fait, qui demande si on peut dormir la veille sur le site de départ pour la PA et ou le Grand Tour. Oui, ça, c'est pas dans ma cour à moi, mais je sais qu'on a identifié voilà, ce que je veux dire, des sites de camping qui sont à proximité. On est avec aussi le touriste pour voir les partenariats pour être capable de le faire. Comme ça va vraiment être des sites qui ont déjà toutes les facilités dessus, qui ont déjà toutes les choses prêtes à camper. Faudrait que je valide là, avec mon équipe qui est derrière ça, là, si c'est déjà fait. Je pense que c'est déjà fait, c'est juste que les listes sont pas établies. Mais oui, il y a moyen de dormir pas très loin là, de l'endroit. Mais ça ne sera pas à même le site de départ. Voilà, c'est bon. Alors, je vais continuer. Ça, j'étais jour 2. Super. Donc, jour 3, on revient à Cowansville, d'où on est parti. Donc, départ de l'école, halte dîner à Saint-Alphonse-de-Granby, au parc Jacques-Lheureux, qui est fraîchement aménagé. Donc, on revient ensuite, descend East Farnham, on rentre à Cowansville. Pour la beauté de la chose, c'est que les familles qui ont trouvé ça rough un peu, bien, on leur propose un petit raccourci de 22 km en belle ligne droite à partir de l'école. Donc, sur le chemin d'Adamville, tout le long, jusqu'à Cowansville. Et puis, bon, on a nos 2 optionnels en avant-midi et en après-midi. Oups, excusez. Un qui s'en va jusqu'à Saint-Paul-la-Bodford et puis l'autre qui revient jusqu'à Farnham puis qui revient par le chemin Magenta. Ce qui fait un plus 14 et un plus 16 dans ces cas-là. Okidou, voilà pour la PA. Alors, je pense, est-ce qu'il y a une autre question? Non? Oui? OK. Félix, tu feras mon... tu m'interrompes. Hein? Tu me couperas, genre, si jamais il y a quelque chose. Donc, voilà pour la petite aventure. Le grand tour maintenant. Donc, le grand tour, vous avez un schématique parce que c'est assez imposant, un grand tour en frais de parcours. Et puis, on pourrait coucher ici si je vous expliquais tout. Donc, en gros, le départ, c'est à Sainte-Croix. Première journée, c'est direction Saint-Agapi. Donc, on longe un peu le fleuve après la halte dîner qui va être à Saint-Antoine-de-Tilly pour se rendre jusqu'à Saint-Agapi. Journée 2, c'est une journée de boucle. Donc, on va se promener un petit peu en bas jusqu'à Scott. Puis, on revient jusqu'à Saint-Agapi. Il y a, bien sûr, comme l'APA, je pourrais vous le montrer. Hein. J'espère que ça ne vous donnera pas trop mal au cœur, par contre. Exemple, la première journée, c'est ça. Il y a un optionnel en avant-midi, un optionnel en après-midi aussi. Si on jumelle les deux, bon, ben, ça nous fait des parcours qui vont à 128 km. On en a un 141 aussi plus tard. Donc, c'est construit de même. Et les journées de boucle, il y a toujours des boucles qui sont un petit peu plus courtes, là, comme la journée qu'on va à Scott. Exemple, on a un petit 57, là, si jamais vous ne voulez pas pédaler beaucoup. Parce que juste pour vous donner un aperçu de façon générale, si je les affiche toutes sur la carte en même temps, voici tous les parcours du Grand Tour. C'est beaucoup. Donc, si je reviens à mon schématique, deuxième journée, donc c'est la journée autour de Saint-Agapi. Troisième journée, on part de Saint-Agapi, on se rend jusqu'à Thetford Mines avec une halte dîner à Saint-Jacques-de-Lyde. C'est là que s'arrête pour ceux qui font le week-end de 3 jours. Le week-end de 3 jours à partir de Thetford Mines, on ramène tout le monde en autobus et puis on met les vélos pour ceux qui ont pris. On met les vélos dans des 53 pieds pour ceux qui ont fait ceux qui se sont inscrits juste au week-end. Pour les autres, journée 4, c'est une boucle autour de Thetford Mines qui se rend jusqu'à Disraeli pour la halte dîner. Journée 5, Thetford Mines à Victoriaville avec halte dîner à Bernieville, qui est Saint-Ferdinand en fait. Journée 6, boucle autour de Victoriaville. On pourrait s'attendre à ce que ce soit le plus plat, mais non, malheureusement, c'est encore très dénivelé jusqu'à Danville et puis on revient. Là, c'est le plat qui s'installe. Donc, journée 6, Victoriaville,
journée 7, Victoriaville jusqu'à Sainte-Croix. C'est le retour, une belle ligne droite avec Notre-Dame de Lourdes comme halte dîner en plein milieu. C'est la plus grosse journée officielle en frais de longueur de parcours, je crois, avec un parcours régulier, c'est ça, de 87. Normalement, on essaie de se tenir autour de 80. Donc là, on a un petit 87 ici. Donc, voilà pour le grand tour. Maintenant, on est rendu au week-end pour combattre le cancer. Donc, celui-là est un petit peu plus spécial. C'est une production déléguée que l'hôpital général juif depuis 2 ans qu'on le fait. Donc, il est un peu construit différemment. C'est 4 choix de parcours différents, donc un 57 km, un 81, un 103 et un 150. Et puis, il y a des haltes ravitaillement sur tous les parcours. Donc, on en a 4. Donc, si je décoche pour vous montrer. Donc, le site de départ est à Vaudreuil. La halte dîner est à Saint-Polycarpe. Donc, le petit 57 km, on se retrouve à avoir une halte ravito quand même sur le 54. Sur le 81, même chose, là, à cause de la manière qu'ils sont construits, on en a plusieurs, là, mais qui reviennent, mais on en a au moins une à chaque place. On a le 103, qui va un petit peu plus loin jusqu'à Sainte-Justine. Et puis, on a le 150, qui est la totale, qui vont jusqu'à Saint-Rédempteur d'Indompteur en haut. Halte dîner à Saint-Polycarpe, voilà. Puis, pour les intéressés, ça, c'est la partie vélo, mais le lendemain, qui est le 21, le dimanche, on a une portion de marche. On n'a pas d'encadreur à vélo, par contre, là, mais il y a une portion marche aussi dans cet événement-là. Je continue. Alors, on est rendu pour le vélo tour de la sclérose en plaques. Le vélo tour de la sclérose en plaques, cette année, c'est une version différente. Normalement, c'est sur 2 jours. Cette année, on a décidé d'y aller sur une journée, étant donné que on commence, nous autres, les préparatifs toujours d'avance. Donc, c'est qu'on commence souvent même à l'automne. La pandémie est encore là. On ne savait pas trop si ça allait débloquer. On ne voulait pas prendre de chance. Donc, la SP ne voulait pas prendre de chance à, mettons, parce qu'on part quand même de 800 participants avec des locations de 300 chambres pour les participants. Donc, on ne voulait pas engranger énormément d'argent, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver. Donc, cette année, on formule seulement une journée. L'an prochain, ça va revenir 2 jours, par contre. Donc, on a, le kilométrage n'apparaît pas, c'est bizarre, mais bon, on a construction standard. On a un petit parcours de 50 km, probablement le premier, si je m'abuse. Il ne m'appartient pas celui-là. Donc, ah non, ça va être l'optionnel 1. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, on a un petit optionnel 1 qui fait un 50 km, qui, lui, ne passe pas par la halte dîner. On a un parcours régulier qui fait 71 km, halte dîner à Saint-Thomas-de-Caxton. Ensuite, nous avons un optionnel 2 qui s'en va plus loin jusqu'à Saint-Élie. Un optionnel 3 qui, lui, se rend jusqu'à Saint-Paulin et à Machiche. Et on a la totale qui fait tout ensemble et qui fait un 138 km qui passe par Saint-Sévère aussi. Donc, voilà ce qui est pour la SP. Et puis, le dernier et non le moindre, nous avons le défi des cantons. Nouveauté cette année, pour le défi des cantons, nous avons du gravel. Donc, on a décidé cette année d'offrir ça, étant donné que le gravel monte en popularité. Donc, on ne l'a jamais fait, on va l'essayer, on va voir comment ça va aller. Donc, le défi des cantons Vélomag, c'est toujours le plus accidenté de l'année. Donc, on a un parcours régulier qui part de Quaticook. Le site de départ est aux gorges de Quaticook. Puis, la halte dîner, qui on est en négociation présentement, serait à Saint-Malo. Une belle petite école dans la montée. Donc, la halte dîner sera à Saint-Malo.
On a un 104 km, on a un 137, on a également un 125. Ici, on met tout ça ensemble. Je crois que ça fait beaucoup. Je ne l'ai pas à côté de moi. Juste un instant, je vais aller voir. Défi des cantons. Et oui, ça fait, si on met tout ensemble, ça nous fait un beau 158 km. Et pour la portion Gravel, donc on a un petit 55 km. Ce petit 55 km-là ne passe pas par la halte dîner. Ensuite, on a un 92 et puis on a un 86 aussi. Le 86, là, je m'appelle 92, là, mais le 86 et le 92 passent par la halte dîner qui est à Saint-Malo. Excusez, là, j'ai cliqué sur Piton en même temps. Là. Donc, voilà, les inscriptions montent tranquillement, mais comme c'est complètement nouveau, on a hâte de voir ce que ça va donner au final. Là. Fait que voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça le plus vite possible pour ne pas vous tenir pendant trop longtemps. Donc, merci. On a une question en fait de David, 100% Gravel. Non, en fait, c'est vraiment une portion qui est optionnelle. Si je ne me trompe pas, Gabriel, tu peux me reprendre, mais c'est une portion qui est Gravel optionnelle. En fait, non, c'est ça. En fait, sa question, c'est est-ce que le parcours est 100% Gravel? Donc, la réponse est non. C'est du 80-20 à peu près. Étant donné qu'il faut quand même croiser des portions de route où en fait, c'est pour faire une halte dîner commune entre le Gravel et Saint-Malo et l'asphalté. Il fallait quand même qu'on s'approche un peu là, avec du asphalté. Donc, je pense que c'était plus ça la question. Hein. Oui, tout à fait. Il a bien aimé le 80-20. C'est ça, exactement. On essaie de faire 80-20. Parfait. Pareto, exactement. C'est la loi de Pareto, en effet. Super. Donc, je vais arrêter. Stop share. Voilà. Donc, et nous-mêmes, on avait presque terminé la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, merci Gab pour l'explication des Oui, ça passe vite, mais des parcours. J'essaie de passer le moins vite. Il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, exactement. Il y en a beaucoup, oui. Donc, ça, c'est les événements qu'on a vus. Un petit retour sur les chandails encadreurs juste avant de quitter. Il nous en reste encore en stock, pas beaucoup pour hommes, pour les grandeurs. Je n'ai pas d'inventaire en note, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, la meilleure chose à faire, en fait, c'est vraiment de communiquer avec le service à la clientèle de Vélo Québec. C'est vraiment eux qui gèrent ça. Vous pouvez toujours m'écrire, mais moi, après ça, je risque de vous référer au service à la clientèle, savoir leur inventaire et tout ça. Ce n'est pas obligatoire de l'avoir durant l'événement, mais évidemment, si vous pensez encadrer souvent, c'est quand même un chandail qui peut être assez intéressant à avoir. On avait une formation des chefs encadreurs, puis le retour qu'on avait sur ce chandail-là, c'est comme quoi il n'était pas assez visible. Donc, je veux quand même vous tenir au courant que nous sommes au courant. Puis, ce qui va peut-être faire en sorte qu'éventuellement le chandail va être modifié, mais pour l'instant, il va rester pareil. Mais ça a quand même été souligné, là, donc faites-vous-en pas, on est à l'écoute de vos suggestions. Donc, pour terminer, merci beaucoup pour. Est-ce que vous avez, je vais peut-être en profiter, si jamais vous avez une question qui traîne du début de la rencontre ou d'autres choses, que vous l'adressez à tout le monde, vous pouvez lever la main à l'instant si vous voulez. François Laroche, est-ce que c'était la même main levée que tout à l'heure, je crois? Ça se peut? Oui, mais c'est une autre parce que je suis un puits sans fond de questions. C'est parfait. C'est juste parce que c'est ma première. Oui, il n'y a aucun problème. Événement, j'ai déjà participé à un événement où, en parlant un petit peu aux encadreurs, parce que ça commence à m'intéresser dans le temps, il y avait une espèce de séquence d'encadreurs par intersection. Les encadreurs s'arrêtaient aux intersections, ils attendaient le prochain, puis ils repartaient avec la possibilité que des fois on attend 10 minutes, des fois une demi-heure, dépendamment du nombre d'encadreurs. Est-ce que Vélo-Québec fonctionne comme ça dans sa philosophie d'encadrement des grands parcours?
Oui, en fait, ce qu'on s'attend d'un encadreur, c'est que si jamais il voit un encadreur qui est arrêté, qu'il prenne sa place à lui. En fait, c'est l'encadreur qui est arrêté qui décide. Donc, si disons, on est tous deux, on est les deux des encadreurs, vous êtes arrêté à un point, à un endroit, je passe à côté, je dois absolument m'arrêter. Si vous décidez, vous me dites, écoute, vas-y, continue, je vais rester ici, je m'en occupe. C'est votre décision à vous, ce n'est pas à moi de décider si vous restez là ou pas. Donc, Non, c'est correct, c'est correct. ce qu'on veut, c'est vraiment ça, en fait, c'est que l'encadreur qui est arrêté, que ce soit sa décision à lui. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux encadreurs qui roulent, lorsqu'on voit un autre encadreur d'arrêter, de s'arrêter, puis de prendre sa place, de prendre pour acquis, en fait, qu'on prend sa place, à moins que l'encadreur qui est arrêté décide autrement. OK, parfait. Oui, puis juste pour en rajouter un peu, Félix, on sait que s'il y a moins d'encadreurs d'inscrits à l'événement, on va réduire le nombre de points de flag ou on va essayer d'en sauter des affaires même, mais on va garder les plus importants, c'est sûr. Super. Puis il y a Daniel Vincent qui dit c'est pas une question, mais il porte fièrement le vintage, entre parenthèses. Oui, le blanc et bleu fait fureur. Il montre l'expérience derrière la barre, comme on peut dire. Donc, merci pour le commentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je prends pour acquis qu'il n'y en a pas. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'est très apprécié. Vous pouvez voir là en ce moment en fait les coordonnées pour pouvoir me rejoindre si jamais vous avez des questions. François Laroche, oui, allez-y. Excuse-moi. En fin de semaine, il y a une note sur un des courriels qu'on a reçus qui mentionne que l'accès à Pointe-Calumet est peut-être un souci là, à cause du monde et puis les files d'attente, etc. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce qu'on ait des files d'attente pour avoir accès au site le matin à 7h30, 8h? Gab, je sais pas. Bonne question. 7h30, j'aurais tendance à dire non. 8h, j'aurais tendance à dire oui. Parce que le gros du monde arrive entre 8h et 9h. Donc, si vous prévoyez arriver avant 8h, ça devrait être correct. OK, cool. Merci. Puis on avait aussi Jacinthe, je suis désolé, j'ai failli vous manquer. Donc, vous avez une question aussi, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Bonjour, oui, on vous entend. C'est Jacinthe. Bien, j'avais mis ma question dans les commentaires. En fait, deux choses. C'est des confusions de flags. Là, j'ai lu dans le guide qu'à la halte dîner, en principe, on fait les flags après avoir dîné. Mais des fois, l'entrée de la halte dîner et la sortie ne sont pas aux mêmes endroits. Fait qu'il y a comme une petite confusion dans les encadreurs sur qui fait les flags à quel moment. Fait que je voulais savoir dans le défi 1, est-ce qu'il va y avoir des bénévoles qui font les flags des haltes? Des fois, ça arrive quand il y a moins d'encadreurs. Gab. C'est une bonne question. C'est Catherine qui s'occupe du défi métro. Elle n'est pas là présentement, donc il faudrait que je vérifie avec elle là, pour répondre adéquatement à ces questions-là. Mais oui, des fois, il y a des bénévoles qui peuvent faire la gestion à même le site, à même la halte, en fait. Là. Mais moi, là, présentement, je ne suis pas capable de répondre. Désolé, je vais demander à Catherine par contre. OK, puis j'avais une deuxième question. En fait, c'est ça, c'est parce que ce qui arrive, c'est que la logique, là, j'ai vu dans le guide, on s'attend à ce qu'on le fasse après la halte dîner, ce qui arrive fréquemment. Mais des fois, la logique, comme on arrive comme encadreur à la halte dîner, l'encadreur qui est déjà là n'a pas nécessairement dîné. Tu sais. Fait qu'il y a comme une petite confusion, mais en tout cas, je comprends que l'attente, c'est qu'on le fasse après le dîner. L'autre chose, c'est mon autre question, c'est que, bon, c'est déjà arrivé dans les défis que quand il pleut, il y a moins d'encadreurs, moins de participants, puis des fois, on se retrouve à attendre comme plus qu'une heure à un flag. Moi, ce que j'ai pris l'habitude, là, c'est qu'au bout d'une heure, j'ai pas mal atteint ma limite, surtout quand il pleut. Fait que si j'appelle soit le superviseur ou un des camions, là, pour voir est-ce que le flag est en... Puis, il n'y a presque plus de participants. Est-ce que le flag est encore requis? Est-ce qu'il est nécessaire? Parce que des fois, il arrive comme tout simplement pas d'autres encadreurs. Fait que là, on continue comme ça d'appeler le superviseur. C'est ça qui est attendu? Oui, effectivement. Puis on va vraiment prendre en considération le nombre diminué là, pour les points. Puis ce qu'on va faire, c'est que
Le matin même, sachant qu'il y a moins de présence dans ce genre-là, quand je fais le meeting, mettons, avec les encadreurs, je vais pouvoir montrer, regardez, bon, là, on est moins d'encadreurs. Celui-là, c'est un petit virage à gauche, mais il est dans un fond de rang. Je pense qu'on peut le laisser. Puis, oui, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Quand on voit une moto ou un véhicule passer, pas hésiter à l'intercepter et dire, écoute, ça fait 45 minutes ici. D'après nous, il va plus rester en arrière. Puis lui va être capable de m'appeler, mettons, moi, directement, qui est dans le balai. Puis je vais dire, effectivement, j'étais à 20 minutes, d'ici de partir, il n'en reste plus, puis tout le kit. Donc, voilà. On continue comme ça, OK. Ouais. Il annonce beau dimanche. Oui. Mais tu sais, des fois, il y a des pépins, il y a plus d'encadreurs occupés. Puis là, je vois qu'on est juste 2 équipes. Je ne sais pas combien de participants, mais. Vous êtes 36 encadreurs en tout. OK. Jusqu'à présent, là, si tout le monde est là. Donc, c'est deux bonnes équipes quand même. Super. Ben, merci. Bien, merci à vous. Puis là, entre-temps, il y avait Sylvain Martin. Oui, une petite question. Sur le tracé des années passées, assez souvent, on avait des flèches sur l'asphalte qui étaient faites avec une certaine peinture, là. Je ne sais pas si c'est encore la norme cette année, parce que des fois, on a des petits comiques qui nous envoient les flèches à l'envers, puis la flèche à terre était importante pour savoir qu'on allait bien dans le bon sens. Oui, ça, on le demande, mais les municipalités veulent de moins en moins parce qu'on brise leur asphalte et on essaie de. On t'a perdu, Gabriel. Oui, excusez, je t'ai muté. Ouais. C'est, en fait, ce qui arrive, c'est que les municipalités ne nous le permettent pas toujours, des fois, à cause que ça reste. Mettons qu'ils refont de la belle asphalte neuve, puis là, nous autres, on vient tout leur scraper ça en faisant une petite flèche au sol. Donc, il y en a des fois qui nous disent qu'on ne peut pas. Puis, même si on s'en va vers une espèce de spray qui est comme en craie, mettons, aussitôt qu'il pleut, ben, c'est fini, ça ne sert à rien. Fait que, dans la mesure du possible, on va les mettre quand les municipalités et les MTQ nous autorisent. OK, bien merci. Parce que pour les nouveaux, là, des fois, faire attention parce que si on est les premiers à passer, il y a des petits comiques qui inversent les flèches dans la nuit, des fois. Effectivement, ça arrive. Merci. On avait une autre question de Sylvain Lefebvre. Bonjour. En fait, ce n'est pas une question, c'est pour rassurer Jacinthe, non pas Hyacinthe, mais Jacinthe, que cette année aussi, le défi métropolitain ne se fait que dans un sens, alors que dans les années précédentes, la guerre, c'était dans les deux sens. Donc, il ne devrait pas y avoir une heure d'attente un flag. Et oui, aussi habituellement, sur une halte repas, celui à l'entrée, c'est celui qui arrive, qui fait le flag jusqu'à temps qu'il y ait une relève. Et autant que possible, ben, lorsqu'on sait qu'il y en a comme plus, ben, on enlève le flag ou on fait faire avec une personne qui a déjà mangé. Est-ce que ça rassure tout le monde? Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on quitte? Jacinthe, oui, est-ce que c'est la même? Je vais vous laisser parler si. Oui, mais merci Sylvain. C'est juste parce que j'ai lu ça dans le guide la pratique, c'est qu'on faisait la halte en arrivant puis la halte en partant. Pas la halte, le flag en arrivant puis le flag en partant, mais comme j'ai lu ça dans le guide que l'attente, c'était qu'on le fasse après, puis déjà qu'il y avait de la confusion, mais écoute, moi, je trouve ça plus simple à faire. C'est juste que là, le guide semble être un petit peu différent. C'est pas grave. Mais merci pour tout est dans le même sens. Ça aide énormément. Merci à Vélo Québec parce que le fait d'avoir des sens contraires, là, ça multipliait les interventions puis les attentes aussi. Merci. Super. Mais ça fait plaisir. C'est pas moi qui ai fait ça, mais ça fait plaisir. Gab, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Non, c'est bon pour moi. Ouais. D'après moi, ça ne reviendra pas dans les deux sens, le DM. Ça devrait toujours rester comme ça. Ce serait mieux avant. David qui écrit « On ne sait pas combien de temps les gens vont manger. »
Qu'est-ce que vous voulez dire dans le sens les participants quand ils arrêtent pour manger? Ou Monsieur David, si vous retrouvez David. Je ne sais pas si vous voulez. Allô, est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. C'est un avis, là, puis c'est même pas, j'ai pas lu la politique comme Jacinthe, là, mais on serait beaucoup mieux de faire avant parce qu'on ne sait pas, tu sais, si j'arrive, il y a peut-être personne, il faudrait qu'il y ait quelqu'un idéalement au spot. Puis si je m'en vais tout de suite manger, ça veut dire que finalement, il n'y a personne qui est à cet endroit-là pour flaguer. Donc, ce serait mieux qu'on le fasse en arrivant et non après le repas comme tel. Est-ce que ça va dans le sens, je ne pense pas que ça va dans le sens de la recommandation de Vélo Québec, mais dans le fond, finalement, c'est à vous de dire comment vous voulez qu'on fonctionne, mais ça fait plus de sens quand on le fait avant que quand on le fait après le flag du repas. C'est pas faux, mais l'objectif, c'est quand même, pour l'instant, c'est vraiment de se fier au guide de l'encadreur, donc de suivre ça le plus possible. Mais c'est sûr que si on voit que dans le futur ou même que là, que ça ne fonctionne pas et qu'on est mieux de changer nos méthodes, on va le faire aussi. Mais encore là, c'est comme c'est. Je prends note, là, j'écris les questions et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des bonnes questions à se poser pour les événements, puis s'adapter aussi avec tout le reste. Super. Donc, merci de l'écoute. Merci, David. Et il y avait une autre main levée, je crois, de Pierre Gravel. On vous écoute. Hello, vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais savoir si, puis j'avais envoyé de ça. Est-ce que, comme pour se rendre à Pointe-Calumet, samedi, est-ce qu'il est possible de coucher là dans un VR et de laisser le VR là pendant la journée? Peut-être Gab. Ouais, je vais vérifier avec Mélanie. D'après moi, ça ne doit pas être un problème, là, mais je vais quand même vérifier avec Mélanie, qui est ma responsable des sites, pour voir s'il y a la possibilité. Ça, tu peux me répondre ça demain. Oui. Autre question, je pense que j'ai participé, moi, c'est mon premier encadrement. Là, je pense que c'est juste mon deuxième défi métropolitain. J'ai participé il y a une dizaine d'années. Mais je pense que dans ce défi-là, c'est libre dans le sens que ce n'est pas des pelotons, hein, c'est des gens qui parcourent une route. Ce n'est pas des pelotons de vitesse qui se promènent ensemble. C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. C'est un départ à son propre rythme. Donc, on suit tout ce qui est code de la sécurité routière. Donc, pas de peloton de plus que 95. Pas plus que 15 personnes à la file, un en arrière de l'autre. Puis, voilà. Non, il n'y a pas de peloton. Mais est-ce que d'habitude, les gens se regroupent en petits pelotons ou ça bien l'arrive. Ouais, ça l'arrive, surtout s'ils sont une petite gang. Dans ce temps-là, vous les éduquez. Un petit coup de règle sur les doigts, rouler en file. Puis c'est ça. Mais oui, effectivement, ça arrive qu'il y a du monde qui se regroupe. Mais dans ce temps-là, il faut les éduquer un petit peu. OK, c'est bon. Parfait. Puis je pense qu'on n'avait pas d'autres questions, personne. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui à la formation. Comme j'ai dit en début, on risque de se croiser à un événement ou à un autre. Là, donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix de venir me voir parce que c'est moi qui vous donne votre drapeau. Mais n'hésitez pas de venir jaser de vélo avec moi. Je suis un passionné aussi de vélo. Donc, c'est ça. Puis merci, Gab, aussi, pour toutes les explications. N'hésitez pas à venir voir Gab aussi. Il n'est pas à tous les événements, mais il est quand même là souvent. Ah, il y a Sylvain Lefebvre. Une question. Oui, une question pertinente Oui. par rapport à l'événement. Quand est-ce avez-vous envoyé les bracelets? Normalement, c'est une très bonne question. En effet, les bracelets sont partis il y a une semaine et demie, donc pas la semaine dernière, l'autre d'avant. Si vous n'avez pas reçu vos bracelets, c'est très. Merci Sylvain d'en avoir parlé, c'est très important. Si vous n'avez pas reçu vos bracelets, écrivez-moi un courriel. Et que vous êtes inscrit évidemment au défi métro, là, écrivez-moi un courriel, puis je vais m'arranger pour en avoir le jour de l'événement pour vous. Normalement, en fait, c'est que c'est un autre département qui s'occupe de faire l'envoi.
Mais c'est ça. Donc, si vous avez pas reçu votre bracelet pour le défi métro, écrivez-moi par courriel au courriel que vous voyez en ce moment sur la page, là. Puis je vais pouvoir vous en préparer un en fait pour la journée de l'événement pour que vous en ayez un à vous. Mais est-ce que c'est parce que vous n'avez pas reçu le vôtre? Moi, je ne l'ai pas reçu, puis au moins un de mes encadreurs ne l'a pas reçu non plus. OK. J'en ai reçu justement en parlant avec certains encadreurs, j'ai su qu'il y en avait quelques-uns qui ne les avaient pas reçus. J'en ai eu 2 déjà. Peut-être qu'on parle du même, mais bon, ça, si jamais vous ne l'avez pas, c'est très important de me le faire savoir. C'est que les envois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui les ont reçus à jour, ils les ont reçus peut-être la semaine, pas d'ailleurs, mais l'autre d'avant. Mais les envois sont faits assez tôt, là. Donc, ça se peut que si, disons, vous avez fait votre inscription récemment, que vous ne l'ayez pas reçu, ou des fois, ça peut être aussi banal que l'adresse dans nos dossiers n'est pas la bonne, ou ça peut être plusieurs éléments comme ça. Fait que c'est important, si vous n'avez pas reçu votre bracelet, de nous communiquer, là. Puis c'est bon pour les autres événements aussi, les événements qui ont des bracelets. Si vous n'avez pas votre bracelet la semaine de l'événement, au moins nous le dire. On ne va pas vous l'envoyer, mais au moins on va en prévoir davantage la journée de l'événement pour vous. Fait que c'est un très bon commentaire. Merci, Sylvain, pour ça. Félix. Donc, est-ce que ça faisait le tour? Je crois que oui. Donc, Sylvain et Pierre Gravel. Parfait. Bien, écoutez, je vais vous laisser. On se voit certainement dimanche ou une autre journée de vélo au courant de l'été. Donc, d'ici ce temps-là, soyez prudents, portez votre casque et ayez du plaisir. Donc, merci beaucoup et Merci. bonne soirée à vous. Bye bye. Au revoir. Merci.